Dans un instant, vous allez entendre Jean-Philippe Descas, auteur du podcast Oser depuis 2020, dans lequel il donne la parole à celles et ceux qui, comme lui, ont renoncé au modèle socio-économique actuel pour s'engager dans la construction d'un monde durable. Il était à la librairie Ombre Blanche vendredi 3 février 2023, à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Payot, Le courage de renoncer, le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un monde durable. Bonne écoute. Bonsoir. Alors, on va faire les présentations. Donc, merci d'être venu écouter Jean-Philippe Descas pour ce courage de renoncer. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Célia Isoard. Je suis journaliste. Et la raison, j'imagine, de ma présence ici pour assister à cette présentation, c'est le fait que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Merci de changer de métier ». Et donc qui entretient une résonance assez significative avec le titre et le contenu du livre de Jean-Philippe, puisque j'interpelle les roboticiens, les start-upers et les chercheurs pour leur dire d'arrêter de produire ce qu'ils produisent, en gros. Et donc dans le courage de renoncer, on a plutôt l'autre versant, le versant de ceux qui sont au travail et qui se posent des questions par rapport aux professions nuisibles. Et donc, Jean-Philippe, 36 ans, a réalisé un brillant parcours à HEC, a eu une carrière, enfin en tout cas un début de carrière dans le secteur de la vente des nouvelles technologies, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, puis ensuite en Asie, au Vietnam, et s'est posé de plus en plus de questions, d'où l'écriture de ce livre. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu dans quel type de travail tu étais engagé et ce qui t'a amené à te poser toutes ces questions? Merci déjà à vous tous d'être là. Bonsoir. Je suis ravi d'être ici à Ombre Blanche et merci Célia d'avoir accepté de jouer ce rôle. On s'est rencontrés dans le cadre de mon podcast en fait aussi, puisque j'ai un podcast qui s'appelle Oser, O-Z-E accent aigu, qui est en fait un peu à la genèse de ce livre, puisque c'est dans le cadre de ce podcast que j'ai interviewé plus d'une centaine de bifurqueurs et bifurqueuses issus des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Et c'est là qu'en fait, après est venue l'idée d'écrire ce livre. Et en ce moment, j'ai une saison qui est la saison 5 sur la déconstruction des mythes et croyances du capitalisme néolibéral. Et j'ai interviewé Célia sur le sujet des voitures électriques, puisqu'elle a écrit le chapitre d'un livre qui s'appelle Greenwashing, que je recommande à tout le monde, aux éditions Seuil, collection Anthropocène, et aussi un article dessus dans Reporter, une série d'articles, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que j'ai écrit le livre et quel a été mon travail? Ça va, voilà, je vais me présenter en même temps, ça va vous donner une petite idée de là d'où je viens, ce que j'ai fait. Donc Célia l'a dit, moi je suis diplômé d'HEC, je suis sorti en 2010 après une prépa et donc 4 années d'études avec stage sur le plateau de Saclay. À la sortie de mes études, les options qui s'offraient en fait à beaucoup de diplômés à cette époque-là, en 2010, c'était soit une carrière dans la finance, soit une carrière dans le conseil, généralement, ou après en marketing chez L'Oréal, LVMH, etc. Mais voilà, ce qui était vraiment le plus ciblé, c'était surtout conseil, McKinsey, Bain, BCG, et puis finance, soit en finance d'entreprise, corporate, ou directement en banque d'affaires, JP Morgan, etc. Il s'avère que la crise des subprimes était passée par là, donc les carrières en banque avaient un peu du plomb dans l'aile à ce moment-là, puisque 2010, juste après 2008, et c'était le moment où la logique entrepreneuriale, un peu des startups commençaient. Enfin, c'était l'arrivée des réseaux sociaux. En fait, Facebook avait débarqué en France, en tout cas, à peine 2 ans auparavant. Et il y avait vraiment en fait un peu une aspiration, un engouement pour ce mouvement entrepreneurial de start-up. Et moi, je suis allé vraiment là-dedans. C'était pour moi la possibilité de pas en fait rentrer dans un travail où on allait me fouetter entre guillemets 12 heures par jour derrière un ordinateur, mais où il y avait un peu cette logique de pouvoir sauter les échelons assez rapidement et d'atterrir en fait à un poste de décisionnaire, de pouvoir gagner
beaucoup d'argent très vite, non pas par son salaire, mais en fait en montant une boîte très valorisée, la revendant, etc. Vraiment un peu toute cette logique qu'on retrouve derrière le modèle économique des startups. Et donc je me suis lancé là-dedans. Et en fait, j'ai fait ça pendant 12 ans. Voilà, puisque sur les 12 dernières années, je n'ai travaillé que dans l'univers des startups. Ce qui m'a amené effectivement, comme tu le disais, en fait, à travailler d'abord en Asie. J'ai participé à un incubateur allemand qui s'appelle Rocket Internet, qui avait été un peu célèbre dans les années 2010. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les frères Samwer, qui en fait avait fait scandale en disant que voilà, on allait mener la Blitzkrieg, signer les contrats avec notre sang, et qui était assez reconnu parce qu'il faisait ce qu'on appelle des copycats de start-up américaines qui fonctionnaient très bien pour les implanter dans des pays dits émergents. Donc moi j'ai monté un Amazon aux Philippines pour eux en 6 mois. Alors, on est passé de 20 personnes à 200 en l'espace de quelques mois, et ça a été revendu à Alibaba pour quelques milliards quelques années après. Ça, c'était une de mes premières expériences entrepreneuriales. Ensuite, j'ai travaillé dans le secteur des jeux vidéo, et notamment en fait de la publicité en ligne dans les jeux vidéo, sur les premières applications mobiles de smartphones. Donc là, j'ai travaillé au plus près de grands noms, comme par exemple King.com, très connu pour son jeu Candy Crush. C'est là que j'ai participé activement et appris en fait quelles étaient les mécaniques derrière tous ces jeux, notamment la manière dont on pouvait influencer, manipuler les gens pour les pousser à dépenser. Et que derrière, en fait, on va dire ce secteur un peu passion, ce secteur de loisirs, en fait, se cachait uniquement une machine à fric. Le seul objectif, c'était vraiment dans le modèle économique de ce jeu, de comprendre la psychologie, d'utiliser des mécaniques qu'on connaissait sur l'addiction, et de les reproduire dans la manière dont on crée le gameplay de ce jeu, pour en fait savoir qu'à tel niveau de Candy Crush, par exemple, là on allait vous apporter du réconfort, c'est un niveau qui est un peu facile, qui va vous pousser à continuer à jouer. Dans celui-ci, on va vous apporter un challenge qui fait que vous vous dites quand même je vais rester, donc la rétention est augmentée. Et puis celui-ci, c'est ce qu'on appelle les paywalls. Donc là, le paywall, c'est où vous allez manquer. Voilà, on vous a mis dans un état d'esprit qui fait qu'on sait que c'est là que vous allez gagner beaucoup d'argent. Ou d'autres jeux assez connus, Game of War, ça vous parle peut-être, ça remonte aux années, il y a 5-10 ans, mais c'était assez connu à la télé, on les voyait pour les pubs avec Arnold Schwarzenegger, en militaire en général, en disant chef des armées. C'est les premiers à pouvoir se payer des pubs télé pour le Super Bowl aux États-Unis, etc. Et aussi parce qu'ils arrivaient bien à faire cracher les gens. Mais eux, sur une mécanique un petit peu différente, ils avaient une cible très précise qui était les hommes de 40-50 ans. Et ils avaient une première rétention au premier jour qui était assez faible en fait. Très très peu de gens restaient. Mais alors tous ceux qui restaient, eux, ils banquaient. Et c'était hallucinant. Ils avaient vraiment des gens qui dépensaient plusieurs milliers de dollars par mois dans le jeu. Et vous regardez le jeu, la première fois que vous le téléchargez, vous dites mais c'est pas possible. Qui joue à ça? C'est moche, les designs on comprend rien, etc. Mais en fait, il y a toute une logique qui a été creusée pour comprendre en fait la psychologie des joueurs et voir en fait quelles étaient les mécaniques de recherche de pouvoir précisément de cette typologie de personnes qui faisaient qu'ils étaient amenés à dépenser beaucoup d'argent dans ce jeu pour assouvir en fait leur désir de domination au sein du jeu. Voilà, c'était extrêmement bien pensé. Voilà, quelques exemples un peu pour dire dans quel univers j'ai évolué, les questions que j'ai commencé à me poser sur en fait l'éthique réellement de ce secteur. Moi qui venais en fait pour un secteur qui était passion, moi je suis passionné de jeux vidéo, pour moi c'est de l'art, c'était vraiment comme ça que je le voyais. Au départ en fait quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je voulais faire des jeux vidéo pour les institutions culturelles, pour amener les gamins en fait à aller au musée. Donc c'était ça l'idée, c'était d'utiliser en fait le jeu vidéo comme un vecteur pour permettre en fait aux enfants de se cultiver. Bon, très vite on m'a fait comprendre que ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas d'argent à se faire et qu'il valait mieux travailler en fait avec Renault, Auchan, etc. et puis faire des jeux vidéo publicitaires. Donc ça a été ça en fait mon vrai premier job, de faire des jeux vidéo publicitaires pour des gros annonceurs. Puis bon, j'avance un peu dans le temps parce que sinon je vais vous raconter toute ma vie, on va y rester 2 heures. Mais voilà, j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions et puis on a déménagé au Vietnam avec mon épouse. En fait, l'idée c'était de se rapprocher
du Japon, puisque j'avais un bureau pour mon entreprise qui était une agence de marketing dans les jeux vidéo au Japon. Et puis il s'avère qu'en fait, au Vietnam, j'ai décidé de tout plaquer. Alors, pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a mis un petit peu de temps. Hein. Les déclics ont été nombreux. Mais c'est là que je me suis posé la question de vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Et j'ai eu surtout l'opportunité de le faire parce que j'avais beaucoup de temps. J'étais dans un environnement qui était très différent par rapport à mon milieu parisien où finalement les start-upers, c'était pas très valorisé. Donc voilà, j'ai été amené à me poser pas mal de questions. Et c'est là que je me suis tourné vers la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait. Et que j'ai commencé à prendre conscience des différentes urgences sociales et écologiques, et que là je suis rentré dans une logique un peu boulimique de compréhension en fait des enjeux sociaux et écologiques. Et j'ai passé depuis 2018, on va dire les 4-5 dernières années à me former et à essayer de comprendre. Et c'est cette volonté de comprendre m'a amené en fait à monter ce podcast, Oser, pour essayer aussi d'interviewer des gens qui me ressemblaient et de se dire en fait qu'est-ce qui fait que vous avez été amené à changer, vers quoi vous vous êtes tourné, pourquoi ça donnait du sens, qu'est-ce qui a fait que, comment est-ce que vous avez fait? Parce que moi j'avais quand même assez peur à l'époque. J'avais des très bons revenus, la vie était quand même assez facile, donc je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour baisser en fait mon salaire. Est-ce qu'il fallait forcément que je le baisse? Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir finalement un certain niveau de revenu et en même temps faire le bien? Est-ce que toutes ces questions qui m'ont animé et qui ont donné lieu à ce livre. Alors, longue réponse. Je pose la question et je tenais à ce que tu racontes un petit peu ton parcours, parce qu'en fait, ce livre ne raconte pas le parcours de Jean-Philippe. Il commence après, il commence au moment où toi, tu décides de regarder ça avec beaucoup, beaucoup de recul et à poser des questions de fond sur ces trajectoires. Donc, en résumé, on a d'abord une analyse un petit peu bourdieusienne de la méritocratie, comment fonctionne la reproduction de classe, avec une manière, je trouve, très pédagogique, très agréable de décrire les typologies, donc les personnes dont tu as été entouré, qui sont tes pairs, à quoi ils aspirent. Et puis, ensuite, une analyse de tout ce qui devrait amener les élites, en réalité, à déserter. Les choses qui sont sues, les enjeux du réchauffement climatique, qui rendent beaucoup d'emplois aujourd'hui complètement incompatibles, avec les accords de Paris, avec la crise écologique, les phénomènes de bore-out que tu décris bien, quand on s'ennuie au travail parce que c'est vide, le brown-out, quand le travail est tellement insignifiant socialement, qu'il y a cette vacuité existentielle qui envahit tout. Et puis parfois aussi des symptômes cliniques qui font qu'il faut s'arrêter parce qu'en fait le corps dit très bien que quelque chose cloche profondément au niveau du sens et que c'est pas juste un problème individuel. Et puis ensuite tu retraces tout ce qui empêche les gens d'arrêter. La pression sociale, la pression financière, l'idéologie du mérite, le sentiment que quand même ce qu'on fait, on a conquis sa place, on a galéré en prépa pendant longtemps, donc il faut continuer. Et tout ce qu'on a, on l'a pas volé, c'est pas juste parce qu'on est un bourgeois. Et puis surtout l'idéologie de la croissance verte. Et moi je voudrais revenir un tout petit peu sur ton parcours parce que dans ce que tu décris sur Candy Crush par exemple, les mécanismes addictifs, le fait que quand on fait ça, quand on développe ça, on sait qu'on est en train de rendre des gens potentiellement très très malheureux. Est-ce que dans ces moments-là, tu t'es posé des questions et tu as envisagé d'arrêter, de faire une autre vie? Ou est-ce que ça vient après, justement, dans un moment de repos? Est-ce que c'est le repos qui permet en fait de prendre du recul? Ouais. C'est deux réponses très différentes par rapport à ça, parce que je réponds à titre personnel, parce que après sur l'analyse des différentes personnes, il y a de tout. Hein. J'ai fait plus de 100 interviews et il y a vraiment en fait
une telle multiplicité de raisons pour lesquelles les gens décident en fait de se poser ou commencent à se poser des questions, que c'est très difficile d'identifier une seule cause qui serait plus importante que l'autre. Mais par rapport à ça, par exemple sur Candy Crush et l'époque où moi je travaillais vraiment sur les jeux vidéo pour vendre ces jeux vidéo, pour faire le plus d'installs possible de ces jeux vidéo sur différents smartphones, en fait je dirais que je ne me posais pas de questions. Pourquoi ? Parce que les personnes qu'on rendait addictifs, les personnes qui finalement, pour lesquelles on était nuisible, on ne les voyait pas. En fait, elles étaient très éloignées. C'est vous qui êtes sur votre téléphone, dans le métro, chez vous, mais je vous vois pas, on se connaît pas, on se fréquente pas. C'est finalement, moi je suis derrière mon écran d'ordinateur, juste à appuyer sur des boutons sur Facebook pour envoyer des campagnes publicitaires complètement automatisées. C'est quelque chose qui, il y a un éloignement qui fait que c'est très difficile de prendre conscience du désastre social qu'on est en train de provoquer, ou en tout cas auquel on participe. Et après, un autre exemple, pour vraiment montrer en quoi, pour moi, cet éloignement qui l'explique. Quand j'étais aux Philippines, donc pour Rocket Internet, donc on a monté une boîte qui s'appelle Lazada, donc un équivalent d'Amazon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé sur place, il y a eu une visite de l'un des fondateurs, des grands financiers, donc Oliver Samwer, qui venait à Manille, qui faisait la tournée en fait de toutes les boîtes de l'Asie du Sud-Est qui finançaient avec Rocket. Et il fallait qu'on montre en fait qu'on avait pas mal d'employés pour dire regarde, il y a des choses qui se passent, etc. Et il s'avère qu'on avait pris des locaux assez prestigieux, assez gros, donc il fallait qu'on remplisse le local. Et du coup, on est allé à un fer donc pour recruter des gens. Et donc là, en fait, il y avait plein de gens qui étaient au chômage, mais qui n'avaient rien à voir, en fait, avec les emplois pour lesquels on voulait les faire travailler. Il y avait une prof d'anglais, je me rappelle, etc. Et ces gens-là, on les a transformés en acheteurs pour du matériel informatique, pour des fringues, en responsable marketing, alors que les mecs n'avaient jamais utilisé Internet de leur vie. Bon, voilà, un tas de choses comme ça. Et sauf que donc on est arrivé à 200 personnes, il a fallu essayer de former un petit peu ces gens. Et puis derrière, on s'est dit, ouais, non, mais les gars, en fait, là, on va faire une levée de fonds de 20 millions d'euros avec JP Morgan. Et du coup, il faut que nos indicateurs soient un peu plus clairs, un peu meilleurs. Du coup, c'est simple, il faut licencier 100 personnes sur les 200. Sachant qu'on venait de les recruter quelques mois auparavant. Alors, donc certains qui débarquaient qui étaient un peu au chômage ou qui n'avaient pas énormément de bons jobs, mais d'autres, en fait, qu'on était allés dépocher dans des boîtes qui fonctionnaient bien, qui avaient des bons salaires, des bonnes situations, qui on avait promis monts et merveilles, et qu'on allait licencier du jour au lendemain. Alors là, pour la petite histoire, la loi aux Philippines fait que on n'a pas le droit de licencier aussi facilement, mais en fait, avec un petit pot de vin auprès du gouvernement, c'est très bien passé, et on a pu faire exactement tout ce qu'on voulait. Et donc, on a licencié ces 100 personnes du jour au lendemain. Et c'est là que moi j'ai pris une claque et je suis parti. Je me suis complètement effondré à ce moment-là. C'est une des personnes que moi je devais licencier. Donc, c'était une femme qui avait une 50aine d'années, qui faisait une centaine de kilomètres le matin et une centaine de kilomètres le soir pour venir travailler à Manille, qui avait plusieurs enfants qu'elle ne voyait jamais la semaine, qui étaient parce que c'est ses grands-parents qui s'en occupaient, et que, c'était une histoire mais juste horrible. Absolument horrible. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, on était juste des nouveaux colons impérialistes qui, sous couvert d'apporter en fait un degré de civilisation aux Philippins avec le e-commerce qui était censé être un progrès, qui leur permettrait en fait de vivre mieux, d'accéder à la société de consommation, à plus de confort, etc. On était juste en fait en train de coloniser un nouvel espace chez eux pour en tirer plus de profit chez nous et de les utiliser comme des mouchoirs. Et donc voilà, c'est vraiment, et c'est ce qui a fait toute la différence entre, historiquement en fait ça s'est passé avant Candy Crush, donc comme quoi, il faut un peu de temps après parce que quand on revient dans le bain finalement on oublie, mais c'est vraiment cette idée de proximité en fait avec la personne à qui on fait subir ce tort qui pour moi en fait a vraiment fait une différence. Oui, c'est-à-dire que en fait, ce que tu appelles un désastre social, ça reste longtemps quelque chose de très très abstrait. Et bon, d'accord. Il y a une personne que j'ai interviewée dans le podcast qui s'appelle Gilles Mito, qui lui est un ancien trader sur les marchés financiers, qui a une chaîne YouTube de vulgarisation qui est géniale, que je vous recommande vraiment, qui s'appelle Eureka.
Et Gilles, en fait, lui, il a pris conscience aussi de cette question. Je l'ai interviewé sur son parcours et comment en fait ça s'est passé. Et c'est un petit peu ça aussi. Il disait, tu vois, nous on est derrière notre ordinateur, on est en train d'acheter, vendre, mais on se rend pas compte qu'en fait on détruit des vies derrière. Et en fait, il y a des gens qui l'ont interpellé en disant, mais vous vous rendez compte, vous avez quand même causé la crise des subprimes, c'est votre faute. Ils disaient, non, mais pas du tout, tu comprends pas, les agences de notation, machin, c'est ça, nous on n'a rien fait, on est hyper neutre. Et en creusant la question et en voyant un peu l'implication, les liens de causalité qu'il pouvait y avoir entre lui, son activité, et l'impact social que ça avait pu causer, et l'impact direct en fait que ça avait sur la crise des subprimes, c'est là que en fait, il s'est rendu compte que c'était plus possible. En fait, il a fait naître un dégoût pour son travail qui l'empêchait de continuer. Ça me fait penser aussi, parce qu'en fait, il y a une vague de révolte, ou en tout cas de repentir, de la part de certains grands ingénieurs du monde des startups, et ça a commencé aussi aux États-Unis avec des gens de chez Facebook, notamment qui ont commencé à faire leur coming out et à dire ça va pas du tout ce qu'on développe. C'est très bien montré dans le film Derrière nos écrans de fumée, qui est entièrement consacré à ce sujet. Et ce qui est frappant, c'est que ces ingénieurs, il leur arrive assez souvent d'avoir un déclic quand ils sont confrontés aux conduites addictives de leurs propres enfants vis-à-vis des smartphones et même de leur propre conduite addictive. Les types qui disent, en fait, je rentrais chez moi, je m'enfermais dans le placard à balai pour continuer à consulter ma messagerie, mais ça, c'est un système que j'avais développé et je savais exactement pourquoi j'étais accro. Ouais, après c'est vrai que là il y a Tristan Harris notamment qui témoigne dans le documentaire Derrière nos écrans de fumée. Tristan Harris qui était l'ancien chef éthique de chez Google et qui a monté derrière une asso qui s'appelle Human Tech, pour en gros une technologie plus humaine. Mais c'est là où en fait on voit que alors ça nous amènera peut-être à un autre sujet derrière, mais que c'est pervers puisque en fait ils identifient un problème qui est finalement l'usage que l'on fait de la technologie en se disant on va essayer en fait de rendre la technologie plus humaine, mais sans creuser, sans déconstruire en fait plus profondément pourquoi est-ce que en fait la technologie est associée à un certain mythe du progrès, pourquoi est-ce qu'en fait elle n'est pas forcément neutre, pourquoi est-ce qu'elle est problématique en soi, et sans en fait organiser des questions de fond et en essayant de trouver des solutions un petit peu pansement. Comme cette association Human Tech, Center for Human Tech. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, même si on s'aperçoit qu'il y a un problème, ne serait-ce que parce qu'on est en train de causer des graves conduites addictives ou des dépressions chez les adolescents ou les adultes, on voit là encore la technologie du point de vue de la consommation, du point de vue de l'usage. Moi, je m'intéresse plutôt à tout le reste, c'est-à-dire l'amont, c'est-à-dire mais les matières premières qui sont extraites, les minéraux, tout ce qui est métaux, et puis la chaîne de production asiatique et toute l'infrastructure de big data, sa demande énergétique qui est galopante. Et moi, je fais plutôt le constat qu'avant même d'en arriver au problème de l'usage, qui est énorme, évidemment, qui paraît en lui-même déjà assez indéfendable, enfin en tout cas du point de vue du bilan des smartphones depuis 2007, quoi. Avant même d'en arriver aux usages sociaux, aux problèmes sociaux, le reste est déjà une montagne. Enfin, ça devrait déjà poser énormément de questions sur le développement de ces technologies. Mais ça, peut-être que toi, tu le voyais pas, peut-être encore moins, parce que ça, c'est encore plus abstrait. Ah oui, non, absolument pas. Oui, non, c'est là pour le coup pour moi à titre personnel, mais je pense pour beaucoup de personnes qui ont fait le même type d'études que moi. Alors pas forcément les ingénieurs, puisque je pense que la partie en fait empreinte, ressources, etc. est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans leur parcours. Mais pour les gens qui ont fait des écoles de commerce, qui sortent d'HEC, l'ESSEC, le CP, etc. On n'en parle jamais. Les ressources n'existent pas. Enfin, voilà, si vous avez fait un petit peu d'économie, vous savez que, on n'en parle pas, ça n'existe pas, ça ne fait pas partie des facteurs de production. Donc elles existent comme ça. Voilà. Et du coup, non, ça fait pas du tout partie de la formation et ça fait pas partie des modèles économiques qu'on bâtit même pour les entreprises, etc. Donc non, ça c'est la partie écologique environnementale. C'était vaguement un truc d'externalité positive, négative, mais c'était pas du tout un enjeu.
En tout cas, dans ton livre, c'en est clairement un. Ouais. Puisque une grande partie de cet ouvrage, c'est la question de la finitude, des ressources, la question de la crise écologique globale, et pas seulement le réchauffement. Et ça est très bien montré. Donc tu vas vraiment au bout d'une analyse. Alors je te disais en rigolant un petit peu plus tôt, c'est un peu comme si tu avais pris un ancien camarade d'HEC entre 4 yeux pour vraiment lui raconter tout ce que tu penses et espérer à la fin que ça change quelque chose. Et donc la question que je te pose, c'est comment ce livre a-t-il été reçu par tes pairs? Est-ce que ça a provoqué des choses ou est-ce que ça t'a amené à poursuivre ta réflexion, la réception du livre? Ouais, c'est vrai que, en fait, c'est mon premier livre, j'avais jamais écrit de livre, je pensais pas écrire un livre un jour, et du coup, il y a tout un travail quand même avec mon éditrice, où au départ, je voulais être peut-être un peu plus radical, un peu plus véhément dans l'écriture et dans la conclusion, et où j'ai réalisé que en fait non, il n'y avait pas de droit de réponse, il n'y avait pas de discussion dans un livre. Finalement, voilà, la personne, si elle se dit oh là là, mais ce qu'il raconte, non, c'est un peu violent, je ferme la page. Bon, on n'échange pas. Donc voilà, j'ai dû un peu polisser aussi et me montrer peut-être un peu plus optimiste que je ne le suis réellement dans le livre et dans mon discours. Mais croyant quand même aussi, peut-être un peu naïve finalement, toujours, que les personnes à qui je m'adresse, alors faut peut-être que je rétropédale un peu et que j'explique à qui je m'adresse dans le livre et pourquoi je l'ai écrit. Comme tu dis, effectivement, j'avais vraiment en tête pour moi les gens qui ont fait des écoles de commerce et d'ingénieurs. C'est donc on parle des élites dedans, mais j'explique pourquoi en fait j'élargis au sens d'élite, mais en prenant quand même comme élément central de ce livre les alumni de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, à savoir les gens qui ont fait une prépa et sont sortis de Polytechnique, HEC, Centrale, etc. Et en essayant d'expliquer et de dire voilà, c'est aujourd'hui, c'est vrai que les élites, les dominants dans nos sociétés, finalement, ne se sont jamais trop remis en question, ou en tout cas, tant qu'on ne prenait en compte que l'aspect social des choses, on pouvait toujours rentrer dans un déni qu'on pouvait presque légitimer en disant bon bah oui, c'est vrai qu'il y a des gagnants, il y a des perdants du système, mais c'est comme ça. Ok. Et puis moi, je suis du côté des gagnants. Peut-être que je le mérite, peut-être que je le mérite pas. À la limite, je veux dire presque, on s'en moque. Finalement, je suis à cette place-là. Ça ne remet pas en question l'existentialité même de la vie sur Terre. Bon, là, il s'avère qu'il y a un truc qui s'appelle le dépassement des limites planétaires, l'urgence écologique, qui fait que la question qui se pose, c'est la survie d'une grosse partie de l'humanité dans les décennies qui viennent. Voilà, rien que ça. Quand même assez violent. Donc moi naïvement je me dis bon, face à ça, et en disant c'est de toute manière les gars, dominant ou pas, il n'y a plus de gagnants là, c'est plus possible. En fait tout le monde perd si on continue comme ça. Donc il faut se secouer et puis voilà, prendre à bras le corps et se dire effectivement il faut renoncer à ses privilèges, c'est compliqué, il y a des freins sociaux, financiers, idéologiques, etc. On peut les déconstruire de telle manière, voilà, et finalement pour nous amener vers un projet de décroissance et dont l'objectif est on va dire le bien vivre pour toutes et tous. Et donc ça, c'est l'objet du livre. Sauf que ce dont je me suis aperçu, donc le livre est sorti en septembre, j'ai eu la chance que mes amis et pas mal de gens le lisent. J'ai eu beaucoup de retours de diplômés qui m'ont dit franchement, ça me parle, c'est mon parcours, c'est ce que je ressens, etc. Mais des gens qui étaient déjà en fait dans une logique de questionnement, d'interrogation, dans une volonté, on va dire, d'émancipation par rapport au système. Après, en revanche, là où j'ai été très déçu, et je le suis toujours, c'est que même au sein de mes amis les plus proches, qui ont lu, avec qui on discute beaucoup, en fait, ce discours, on n'échappe pas au déni, en fait. La dissonance est toujours trop forte et ils arrivent toujours à en fait essayer de le laisser de côté. Alors récemment, je disais à Célia tout à l'heure, c'est plus par la moquerie. Donc voilà. Donc non, quand on va dîner, c'est est-ce que les décroissants ils peuvent manger ça? On est autorisé à boire ça quand on est décroissant, et tu te déplaces comment en tant que décroissant? C'est sympa. Donc voilà, et du coup non, il y a très peu de mouvement en fait. Il y a très peu de mouvement.
Je discutais avec Arthur Gosset, qui a réalisé le documentaire Rupture, dont vous avez peut-être entendu parler, qui lui en fait se consacre beaucoup plus aux jeunes diplômés. Voilà, dans le livre, c'est vrai que je m'adresse aux alumni qui sont sortis et qui ont jusqu'à 60 ans. J'ai pas interrogé de personnes de plus de 60 ans. Et lui, il me disait que dans les écoles d'ingénieurs, il y avait quand même un peu plus une prise de conscience, mais que dans les écoles de commerce, et ils ont fait le tour pendant 1 an de quasiment toutes les grandes écoles pour présenter leurs films, ça ne bouge absolument pas. Je discutais encore avec les HEC de la promo qui viennent de sortir, donc il y en a certains qui essaient de faire des choses. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des étudiants qui ont bloqué un stand de Total sur le campus il y a quelques semaines. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns. Ils sont peut-être un petit peu plus qu'à mon époque, donc entre les années 2006 et 2010, mais pas beaucoup en fait. Donc c'est malgré les appels à déserter, à bifurquer, en tout cas dans la sphère commerciale des grandes écoles de commerce, il n'y a pas grand-chose qui se passe réellement. Alors, comment on peut l'expliquer ça ? Tu évoquais tout à l'heure le fait que les ingénieurs sont normalement un petit peu plus conscients de la question des limites, de la matière, des questions énergétiques. Ils l'ont pas été jusqu'à il y a très très peu de temps. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Je pense qu'il y a l'effet Jancovici, déjà, qui très clairement, au niveau des ingénieurs, a pas mal permis de vulgariser et de sensibiliser sur les enjeux énergie-climat. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une logique où c'est pas forcément les mêmes métiers. Et en tout cas, c'était pas la même vocation de base. Quand on va en école de commerce, on ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'on y va, mais très rapidement, on nous explique que ce qu'on va faire, c'est gagner de l'argent, quoi. Donc, que ce soit en banque, en conseil ou en tant qu'entrepreneur, la logique, ça reste quand même de gagner de l'argent. Chez l'ingénieur, c'est pas ce que les gens me disaient. Enfin, il y a quand même une logique un petit peu il y a un côté un peu geek, pas forcément, à tous les niveaux, mais de créer, de construire, de bâtir. Enfin, il y a quelque chose en fait quand même qui va au-delà de la simple dimension de finalement devenir riche, faire du profit, etc. Donc peut-être qu'en fait il y a déjà ça qui est important et oui, je pense que c'est deux facteurs en tout cas que je peux voir comme ça. Peut-être que on peut aussi imaginer que c'est pas exactement la même matrice idéologique dans ces deux mondes, celui de l'ingénierie et de la science appliquée, et celui du commerce et de la finance. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas si c'est une hypothèse, je vous soumets, parce qu'on va en discuter. D'un côté, on a toujours l'idéologie du progrès. Donc l'idée que la technoscience permet d'améliorer les conditions de la vie pour le plus grand nombre. Et cette promesse-là, donc qui est la promesse du monde de l'ingénierie, elle a été très critiquée. Il y a des courants assez forts qui critiquent ça depuis les années 70. En revanche, l'idéologie dominante dans le milieu de la finance et du commerce, est-ce que ce serait pas plutôt, c'est pas tellement le progrès matériel, est-ce que ce serait pas plutôt une idéologie néolibérale, telle que tu l'analyses très bien dans ton ouvrage, qui naturalise les inégalités sociales et qui explique aux gagnants qu'ils ont tout à fait raison d'être des gagnants et qu'il y a des perdants et que c'est comme ça. Et que cette idéologie est moins en crise. Je sais pas. Je pense qu'en fait, c'est un bon point, mais l'idéologie du progrès est quand même très présente aussi dans les écoles de commerce, puisque en fait, alors c'est pas forcément le progrès ultra technique ou technologique tel qu'on peut l'avoir chez les ingénieurs, qui d'ailleurs, bat pas tant de l'aile que ça, parce que moi je fais partie des shifters de Toulouse, donc les bénévoles du Shift Project, et je peux vous assurer qu'on a encore des débats entre croissance verte et décroissance, donc c'est toujours pas acté. En tout cas, c'est toujours pas très clair pour tout le monde. C'est ni même le fait que le marché ne va pas permettre la régulation de la situation. Voilà, il y a quand même toujours une grosse bataille à mener. Et après, il y a cette idée du progrès, mais elle n'est pas forcément uniquement liée en fait à la technique. Ça va être toujours l'idée de l'innovation, et notamment en fait dans le milieu des startups. C'est
très clairement, il y a quand même cette logique de on va innover, on va disrupter, on va changer le marché, on va améliorer en permettant plus de confort, plus de facilité, en baissant les prix. Et il y a cette idée quand même que on va toujours vers plus de progrès, que ce soit, mais pas forcément si c'est du progrès uniquement technologique. Donc ouais, voilà, il y a cette idéologie, je pense qu'elle est partagée. Et après sur le blocage idéologique, c'est tout un chapitre du bouquin. Et en fait c'était une grosse découverte pour moi quand j'ai écrit le livre. Je partais en fait avec l'idée que le frein principal serait un frein financier. Je me disais c'est pas évident, parce que ça l'était pour moi, qui était de dire comment est-ce que en gros je passe de 7 000 à 8 000 euros par mois à quelque chose plus de l'ordre peut-être de 2 000 à 3 000 si je suis bien payé dans l'économie sociale et solidaire. Et puis en fait on n'a pas tant à baisser que ça, parce que si on fait start-up à impact, on sera content qu'en fait on fait vraiment quelque chose, on peut toujours gagner beaucoup d'argent. Mais du coup voilà, c'était pour moi vraiment cette question-là. Et en fait je me suis aperçu que non, le frein le plus fort au sein même des personnes que j'ai interviewées, c'était le frein idéologique. Et la surprise aussi, c'est que en fait, chez les personnes que j'avais interviewées, au fur et à mesure, j'ai moi-même déconstruit le fait qu'ils n'avaient pas vraiment bifurqué pour la plupart d'entre eux. Alors ça, c'était aussi quelque chose. Donc, je raconte les parcours. Au début, je me disais, c'est génial, regarde telle personne, maintenant ce qu'elle fait. Par exemple, elle fait une néobanque verte. Putain, c'est extraordinaire, on révolutionne la finance verte, etc. Bon, et puis après, je me suis rendu compte, en creusant la question, avec les interviews, en parlant avec des experts, en lisant les livres, qu'en fait, c'était du greenwashing, pur et simple. Je peux expliquer pourquoi après, si ça en intéresse à certaines et certains. Pareil, sur les voitures électriques, je me disais, putain, mais c'est génial. Passer aux voitures électriques, l'électricité en France, elle est nucléaire, décarbonée, sur les barrages, etc. Fini le réchauffement climatique, pas de souci. Puis après, j'ai découvert que c'était un peu plus compliqué que ça. Donc tout ce que tu as dit sur les mines, l'approvisionnement en ressources, comment est-ce que c'était fait, les batteries, et puis même le fait de l'usage tout simplement des véhicules, que énormément de pollution plastique est provoquée par les pneus. Il y a plein de choses qui fait que ça pose des problèmes, que ça ne questionne pas en fait le fonctionnement même du système, à savoir la voiture individuelle par exemple. Voilà. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens que j'avais interviewés avaient en fait sur le chemin de la bifurcation, j'aime bien en fait visualiser ça dans ma tête comme en fait un peu un chemin qu'on mène. Donc voilà, on cherche à s'émanciper, donc on bifurque. Mais sur ce chemin de bifurcation, il y a plusieurs en fait tangentes qu'on peut prendre à différents moments, et qui sont en fait les tangentes qui nous permettent de faire taire notre dissonance cognitive pour nous ramener dans un certain déni. Donc il y a des tangentes qui vont être des tangentes de greenwashing, en se disant non, mais en fait il y aura une innovation technologique qui fait qu'on va pouvoir aspirer. Et puis non, avec la géo-ingénierie, vous verrez, c'est hyper cool, parce que finalement on va envoyer des particules dans la stratosphère qui vont faire qu'on va bloquer les rayons du soleil, et que ça va permettre de limiter le réchauffement de la température sur Terre. C'est bon, on est sauvé, il n'y a pas de souci. Donc qui sont un peu grossières, ou alors ma préférée, la compensation carbone. Voilà. Donc maintenant vous pouvez tous voler et être neutre en carbone avec Air France. En plus c'est génial dans la ville d'Airbus et de l'aérospatiale. D'ailleurs, ça me fait penser. Digression, désolé, j'en fais beaucoup. Si vous allez au musée L'Envol des Pionniers à Montaudran, je vous recommande la seconde salle du musée qui est vraiment l'antre du greenwashing. Mais alors c'est incroyable. Je me demande comment est-ce qu'on ose laisser ça dans un musée. Il y a 5 panneaux vraiment sur le greenwashing dans le musée, qui explique comment en fait l'avion va être une solution par rapport au dérèglement climatique. C'est vraiment fantastique. Voilà, par exemple, porte fermée. Donc vraiment cette première tangente qui est sur le greenwashing, et après en fait d'autres tangentes qui sont beaucoup plus sournoises, qui sont celles des fausses bonnes idées. Et en fait, celles des fausses bonnes idées, qui sont, à la différence du greenwashing, non pas en fait un regard un peu cynique, mais vraiment liées à une envie de bien faire, mais finalement qui ont toujours un petit peu le même défaut, ou en tout cas qu'on peut identifier comme ayant une cause commune, qui est le fait qu'on cherche à modifier à la marge le système capitaliste pour le rendre plus durable, plus soutenable, plus éthique, plus vert, etc. Donc l'exemple emblématique de ça pour moi, c'est la finance verte. Et donc les néobanques vertes, des boîtes comme
Goodvest par exemple, qui vous promettent d'avoir une finance placée avec des obligations convertibles à 7% par an, et vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, quand on regarde, en fait, c'est le CAC 40 moins Total, mais tout se passe bien quand même. Mais c'est ISR, c'est labellisé, donc on est OK. Et qui en fait viennent d'un défaut de déconstruction de toute cette idéologie dans laquelle on baigne. C'est là où on raccroche les wagons avec la question idéologique. Et donc cette question de l'idéologie capitaliste néolibérale qui se base sur l'éthique du travail, sur le système méritocratique, sur la propriété privée, sur le mythe du progrès, et toutes ces questions-là en fait qu'on interroge assez peu et qui sont des questions qui sont en fait éminemment philosophiques, qui ne sont absolument pas techniques. Et l'économicisme, vraiment, et le fait que la plupart des débats dans lesquels, et je pense que la réforme des retraites en fait en est l'illustration, on essaie de nous enfermer perpétuellement dans un débat stérile qui est technique, alors qu'en fait la question fondamentale est beaucoup plus philosophique et se rapporte à la question des valeurs, de qu'est-ce que ça veut dire faire société, et non pas en fait de comment est-ce qu'on va régler un problème avec un outil. Oui, alors la particularité de ce livre, c'est vraiment cette adresse. Ce livre s'adresse à ce que toi tu appelles les élites, donc comme tu l'as expliqué tout à l'heure, tes pairs. Et tu disais, la réception du livre me démontre la force de l'idéologie. Et alors moi, une des questions que je me pose, c'est, mais en fait, est-ce que si on donne les bons éléments, des éléments jankoviciens plus une vraie critique du nucléaire, des éléments sur catastrophe écologique, des éléments sur les inégalités de classe, des éléments sur tout ce que le système est en train de causer, est-ce qu'il est possible que cette bourgeoisie intellectuelle et commerciale arrive par elle-même à des conclusions et arrive par elle-même à changer profondément les choses? Ma question est un petit peu rhétorique parce que la manière même dont je la formule fait qu'elle se déconstruit automatiquement. Est-ce qu'il est possible d'avoir un changement ne serait-ce que dans la prise de conscience, sans un rapport beaucoup plus brutal à la violence de classe? C'est une super question que je me pose tous les jours. Entre des envies de foutre le feu à l'Élysée ou de gentiment expliquer patiemment à mes amis pour la énième fois en quoi ils sont dans le déni, en essayant de faire ça sans avoir l'air trop pédant. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de gens avec lesquels j'échange, qui sont issus de ces formations, qui opèrent de vraies bifurcations, qui vraiment ont envie de déserter et qui soit le font, soit ne le font pas parce qu'ils sont bloqués en fait dans un système, que ce soit là pour le coup par exemple à cause d'une dette étudiante, à cause d'une dette immobilière, parce que il faut aussi s'accorder avec sa moitié quand on est en couple ou en famille, que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'évolue pas de la même manière aussi idéologiquement et dans son rapport et sa vision du monde. Donc ça c'est aussi des contraintes qui sont très fortes parce que en fait changer de métier, changer de voie et même de mode de vie, ça implique un bouleversement complet en fait de sa vie et qui n'est pas uniquement le fait de dire je vais passer de chez McKinsey à Emmaüs. Parce que si on passe de chez McKinsey à Emmaüs, ça veut dire que l'appartement de 90 mètres carrés dans le 6e à Paris, on va plus pouvoir soit le rembourser ou on va plus pouvoir payer le loyer. Ça veut dire que les vacances à Amsterdam, Copenhague, New York, Miami, tous les 2 semaines avec les copains, c'est fini. Voilà, c'est marrant. J'habite le quartier du Buscat, qui est un quartier quand même assez bourgeois à Toulouse, et j'entendais des parents de la maison d'assistante maternelle dans laquelle je suis qui parlaient d'aller au Club Med et qui disaient voilà, la semaine au Club Med, ça coûte 7 000 €. J'étais 7 000 €. Mais qui est capable de payer un truc comme ça? Ils disaient ouais, est-ce que vraiment le Club Med au ski pour les enfants? C'est surréaliste.
Enfin, payer 7 000 € pour une semaine de vacances. Bon, voilà. Et donc, ça, tout ça, c'est des choses qui font qu'on ne va plus pouvoir les faire. Et on pourrait se dire, pauvres bourgeois qui ne vont plus être capables d'aller en vacances. Oui, mais en fait, c'est leur vie. Et ils ne connaissent que ça, et c'est comme ça, et c'est ça leur milieu, et c'est ça leurs amis, et c'est ça leur famille. Et passer à un moment donné, en fait, changer ça veut dire réinventer entièrement sa vie, ça veut dire changer aussi son cercle social, ça veut dire, et ça, c'est tout sauf facile. Donc voilà, il y a vraiment ces deux... j'allais dire, dans les gens qui ont envie de changer, ceux qui renoncent au prix quand même de certains efforts, ceux qui aimeraient le faire, ont envie de le faire, mais sont bloqués. Et puis ceux qui en fait sont complètement dans le déni et qui en fait n'écoutent même pas, ou en tout cas voilà ou se racontent toujours des histoires. Et j'allais dire la force n'est pas vraiment de mon côté ou de côté des personnes qui alertent et qui demandent sur un changement. Quand je dis la force, je m'explique. Quand toute la journée vous êtes entouré de personnes qui pensent comme vous, que dans les médias que vous écoutez, que vous lisez, que dans les discussions que vous pouvez avoir avec des gens qui font le même travail ou qui travaillent dans la même industrie, vous vous renforcez avec des biais cognitifs qui font que vous avez toujours en fait des biais de confirmation qui vous disent que oui, ben non, en fait, déjà, c'est pas si problématique le changement climatique parce qu'on va trouver des solutions techniques ou autres, que finalement, bon, les inégalités, oui, ça existe, ça existait de tout temps, mais bon, moi je me suis battu et donc si je suis là, c'est pour de bonnes raisons. Et que de l'autre côté, vous avez un copain, Jean-Philippe Descas, qui vous dit, ouais les gars, écoute, non, ça pose problème, il faut changer. Et que derrière, ils me disent « Ouais, t'es bien mignon, toi. Donc là, ça fait 3 ans que tu nous dis qu'il faut changer. Je te rappelle qu'il y a 3-4 ans, c'était avion toutes les 2 semaines, faire Paris-Tokyo, que l'objectif numéro 1, c'était de revendre ta start-up et d'être millionnaire pour aller aux Bahamas. Bon, c'était pas les Bahamas, c'était autre chose. Mais voilà, c'est en fait, c'est très difficile de rentrer avec des éléments convaincants, puisque finalement, moi, je rame tout seul avec mon discours. Et puis en face de moi, il y a une puissance médiatique et sociale gigantesque qui en fait les confirme en permanence dans leur déni. Mais d'une certaine manière, tu citais tout à l'heure Arthur Gosset, tu ne rames pas du tout seul, puisqu'on assiste quand même... Ce bouquin sort pas n'importe quand, il sort vraiment dans un moment où il y a une grande vague de désenchantement du secteur des ingénieurs, des cadres sup. Une vague qui existe aussi aux États-Unis ou en Angleterre. Aux États-Unis, on appelle ça the big quit. C'est la grande désertion, en quelque sorte. On a 30 millions d'Américains, d'Américaines qui ont quitté leur emploi en 2021. C'est très significatif. Je lisais qu'en France, 42% des moins de 35 ans ont envie de démissionner. Ça fait beaucoup de monde. Et il y a des figures qui publiquement parlent de cette désertion. Tu en fais partie. Olivier Lefebvre, que j'ai interviewé aussi, Romain Boucher. Donc, c'est très, très central en ce moment. Et il y a aussi des collectifs du type les déserteurs, les déserteuses, qui essayent justement de sortir de la figure individuelle et de faire ce que tu préconises, c'est-à-dire de rentrer plein pied dans le collectif et dans les luttes sociales. Ouais. Alors, bien évidemment, si j'étais tout seul, on pourrait aussi se poser des questions. Mais en fait, je dis, je suis tout seul dans leur monde à eux. En fait, et c'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que là, on a l'impression, après, je sais pas, on se connaît pas, mais moi j'ai l'impression quand, par exemple, je regarde mon feed LinkedIn ou que je parle avec les gens qui sont proches autour de moi, que on va changer les choses, tout le monde est en train d'aller à la manif, tout le monde se rebelle contre EACOP, on fait tous partie de 3 assos, Alternativa, Shifters, etc. Que vraiment il se passe un truc. Et puis après, je parle à mes potes d'HEC. Ou alors je donne des cours à l'IUT ou à Toulouse Business School ou à l'université Champollion, etc. Et puis là, je fais ah oui, non, en fait, effectivement, non, ça se passe pas exactement comme ça dans le monde pour tout le monde. Donc oui, il y a des choses qui se passent et c'est génial. Mais déjà chez les vraiment privilégié. Enfin, j'ai 2 figures en tête. J'ai un copain qui travaille dans le milieu de l'art contemporain,
qui gagne très très bien sa vie. J'en ai un autre qui travaille dans un gros média lié à une des plus grosses institutions françaises, qui gagne aussi extrêmement bien sa vie. En fait, il y a aussi, je pense, dans leur fonctionnement, une certaine suffisance. Alors, c'est mes amis, je les aime, hein, mais quand même, une certaine suffisance sur le fait que, déjà, on ne va pas nous apprendre la vie, parce qu'ils ont très bien compris, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre ce qui se passe et comprendre les différentes crises, et que du coup, en fait, le désir ou la curiosité pour en fait s'informer, comprendre et essayer d'opérer chez soi en fait un regard critique n'est absolument pas là. En fait, c'est ça en fait qui moi m'étonne toujours. C'est vraiment le manque de volonté d'opérer un certain regard critique sur sa vie. Pourquoi ? Et ça en fait, c'est ce qui ressort du bouquin et de mes analyses, c'est que en fait, toutes les personnes qui ont changé, qui ont opéré une bifurcation, qu'elle soit accomplie, pas accomplie, qu'elle ait donné lieu à du greenwashing ou une fausse bonne idée, en fait, c'est des gens qui n'étaient pas bien dans leur peau. Toujours, en fait. J'ai pas rencontré une seule personne qui était bien dans sa peau et qui a dit « Ah ouais, mais je vais tout balancer ». Non, ça marche pas. Et en fait, donc voilà, il y a quand même ce facteur numéro 1, et après, ne pas être bien dans sa peau, ça peut être par plein de facteurs, burn-out, crise de sens, on s'ennuie, on a écouté Jean Covici, peu importe en fait. Mais c'est vraiment ça. Et il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont très bien dans leur peau en fait, et pour qui la crise écologique n'est qu'une tribune dans le monde écrite par quelques scientifiques, ou finalement un discours de l'interviewé de Léa Salamé sur France Inter le matin, et de temps en temps. Voilà, donc c'est ça où vraiment je me questionne pour aussi revenir sur ta question initiale, qui est: est-ce qu'il ne va pas falloir un petit peu les bouger ? Si, en fait, mais la question c'est comment ? Comment est-ce qu'on les bouge ? Alors j'aime bien Alessandro Pignocchi, qui a écrit un super bouquin avec Philippe Descola, Ethnographie des mondes à venir ou des mondes de demain, que je vous recommande vraiment, et qui en fait qui essaie de proposer une troisième voie avec Philippe Descola dans le livre, en disant ça serait pas mal en fait d'organiser presque des séjours à la ZAD pour les bourgeois. Si je caricature. Mais c'est vraiment ça, et c'est ça aussi qui ressort du parcours des personnes que j'ai interviewées, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas senti dans sa chair un rapport au monde qui est différent, tant qu'on n'a pas expérimenté, fait l'expérience physique de voir comment on pouvait faire des choses différentes, que ce soit en allant faire du woofing, en allant vivre autrement, en allant visiter une ZAD, etc. Déjà, on ne pense pas que c'est possible, on n'a même pas l'idée. Et puis en fait, on n'a pas ressenti la douleur. Je pense que sans vivre au Vietnam et sans avoir en fait la misère en bas de chez moi, pendant que moi j'étais dans mon confort de mon building avec mes 2 piscines et mon appart de 110 mètres carrés, ça m'aurait sûrement pas frappé en fait. Je l'aurais pas regardé de la même manière. Donc il y a vraiment, voilà, je pense qu'il y a vraiment ça qui est important, et ça rejoint ce que tu disais au début sur qu'est-ce qui un peu m'a fait prendre conscience. Tant que je suis derrière mon écran et que c'est Candy Crush, et qu'en fait le gamin addict qui pique des colères et qui devient et qui a des troubles psychologiques, en fait j'en sais rien, je le connais pas, et puis ça reste un article de presse de temps en temps que je ne lis même pas. Mais en fait quand c'est la salariée philippine que je dois moi licencier et qui elle m'explique sa vie, c'est plus la même chose en fait. Tu disais tout à l'heure que, étant donné les enjeux climatiques, écologiques, si on perd, on est tous perdants. Alors moi j'ai envie de remettre ça en cause. En fait, ça fait quand même plusieurs décennies maintenant qu'on a le sentiment que la bourgeoisie construit un monde encapsulé, un monde complètement hors sol, qui fait partie d'un vieux projet, mais qui lui donne l'illusion qu'elle pourrait se mettre à l'abri. Et dans une certaine manière, à l'abri des intempéries, à l'abri de la violence climatique, de la violence sociale, des migrations et tout ça. La stratégie que Parenti appelle le canot de sauvetage armé. Mais d'une certaine manière, il y a du vrai au sens où on peut imaginer gagner plusieurs décennies en faisant ça.
avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. L'imaginaire à la Elon Musk, il est fondé aussi là-dessus. Donc, on n'est pas tous perdants, non. Et c'est justement ça le problème, c'est que beaucoup se sentent beaucoup moins menacés que d'autres. Ouais, alors moi j'ai pas interviewé des gens qui sont des ultra riches en fait. Et alors je pense que c'est là où en fait c'est très très difficile de faire des typologies chez les privilégiés, chez les riches ou chez les élites, parce que enfin c'est voilà je pense qu'il y aurait une matrice à dessiner qui pourrait être intéressante, mais en fait ceux dont on parle qui se disent je vais me mettre un bunker en Nouvelle-Zélande et être au top, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui sont capables enfin, c'est quelques centaines de milliers de personnes peut-être dans le monde, des milliardaires comme ça. Et moi, c'est pas les gens que j'ai interviewés. Et ce que j'allais dire, moi, c'est presque pire, parce qu'à la limite, bon, c'est des cyniques. Je veux dire, moi, il y a un moyen assez clair de gérer les cyniques. Hein. C'est un peu radical, mais voilà, on voit bien comment on peut faire. Si c'est uniquement des cyniques malfaisants. Mais moi, ce que je vois qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas conscience. En fait, ils ne cherchent même pas à se dire je suis protégé et je vais gagner 10 ans, en fait, par rapport aux autres. Non, ils ne se posent même pas la question, en fait. Ils n'ont pas une conscience qui fait qu'ils vont essayer de mettre en place une stratégie ça va même pas jusque-là. Même si dans les faits, effectivement, le problème, c'est qu'ils ne ressentent pas les effets en fait des diverses crises sociales et écologiques. C'est exactement ça. C'est là pour le coup, je pense que voilà, même des gens comme Jean Covici le disent aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la décroissance. Elle a entre guillemets elle a déjà commencé depuis longtemps pour une grosse partie de la population. C'est en France, si je dis pas de bêtises, c'est plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est beaucoup quand même, 10 millions de personnes sur un pays qui fait à peine 70 millions. Bon. Mais ça, en fait, quand on les fréquente pas, quand on les voit pas, quand on le ressent pas dans sa chair, encore une fois, voilà, je me répète un peu, mais c'est quelque chose qui n'est pas palpable et du coup, en fait, sur lequel on n'essaie pas d'intervenir. Et il y a vraiment ça, quoi. Et après, il y a les grands discours aussi, où, alors par exemple, pareil, j'ai un copain qui me dit tout le temps, quand finalement il est un peu acculé et à court de réponses, il me dit ouais, mais moi j'ai un fusil. Bon, ok. C'est bien. Voilà, je ne sais plus quoi dire, moi non plus. Mais... Ouvrons cette discussion. Vous avez une approche qui est quand même très sociologique et je comprends que vous ayez vous soyez assez désappointé lorsque vous vous interrogez et vous discutez avec les gens qui sont qui ont votre formation, etc., hein, qui sont dans ce milieu-là. Quelle est la place que vous verriez quelle est l'importance que vous donnez à l'éducation? Parce que moi, je crois que, vu mon âge, j'ai plus confiance dans les jeunes générations que dans les nôtres, hein, bien entendu. Et quand je vois, moi, des gamins, alors là, c'est de tous les milieux, c'est pas que des riches, c'est peut-être même pas des riches, qui passent leur temps sur leur smartphone et qui sont imbibés par une injonction à consommer, à faire... Voilà. Je suis un peu surpris que vous ne nous parliez pas davantage de ce qu'on pourrait faire dans ce domaine-là. Oui, mais en fait, ma question va être ma réponse, pardon, va être très claire là-dessus. Et c'est d'ailleurs une grosse partie de l'introduction du livre. Je réfute complètement l'idée selon laquelle c'est les jeunes qui vont changer quoi que ce soit. Pour moi, c'est un mythe et une illusion complète qui nous permet de nous rassurer et qui permet surtout de rassurer les générations au pouvoir sur le fait qu'on peut continuer à ne rien changer. Les jeunes, on n'est pas dans une société où la hiérarchie n'existe pas
et où tout le monde est en capacité de s'exprimer et a les mêmes moyens de gouvernance. Que ce soit dans la sphère économique, les entreprises sont des structures militaires en termes de hiérarchie. Il y a une personne au sommet qui dirige, quelques-unes, souvent des hommes blancs de plus de 50 ans, qui ont le pouvoir sur la propriété, sur la gouvernance de l'entreprise. Et c'est la même chose en fait dans l'État, puisque la démocratie représentative, avec beaucoup de guillemets, comme on l'appelle, qui est plutôt une plutocratie, celle dans laquelle nous vivons, n'est pas n'est pas un système politique dans lequel tout le monde est en capacité de s'exprimer à égalité, etc. Donc déjà, je pense que c'est une fois qu'on a identifié ça comme hypothèse de base, on se dit que on n'est pas tous en capacité finalement d'opérer les changements dans la société. Et c'est l'idée de base en fait du bouquin aussi, de dire ces plus privilégiés, là, ces élites, ces diplômés qui occupent les sphères de pouvoir au niveau politique et économique, finalement ils sont en fait eux en capacité d'opérer ces changements. Parce que c'est eux qui sont à la tête des entreprises. C'est eux qui sont dans les grandes institutions du politique de notre société. Et donc, si eux, en fait, transforment leur vision du monde, on pourrait transformer, en fait, les différentes institutions de notre système socio-économique. Donc c'est un peu ça l'idée de base. Mais après, sur les enfants, c'est pas ce que vous dites sur les smartphones, peut-être au niveau des jeunes, mais en fait je le vois moi à tous les niveaux de la société. Je pense que l'addiction, elle est complètement partagée à tous les niveaux. Et pour donner quelques cours, alors je vais donner plus de cours là puisque j'entame un doctorat, donc je vais être amené à être plus confronté à différents étudiants, mais j'en donne quand même depuis 2 ans maintenant sur des publics variés. Et j'ai pas une impression que les jeunes soient particulièrement plus mobilisés ou plus enclins à changer quoi que ce soit dans leur, et qu'ils soient plus au fait des problématiques écologiques que d'autres. En tout cas, c'est pas du tout quelque chose. Quand je vais en entreprise faire une conférence ou une discussion, animer un atelier, et quand je vais à la fac ou en école de commerce. Je ne suis pas frappé par une nette différence de connaissance des enjeux. Bonsoir. Je trouve votre argumentation et votre réflexion très pertinente, vraiment. Et vous semblez du coup être une sorte de frustration de ne pas être suivi par plus de gens. Et lors de votre discours, j'ai remarqué que, à juste titre, vous avez utilisé très souvent des mots comme déconstruire, très très souvent, idéologie. Or, moi, je pense que l'être humain a une grande faculté à déconstruire et à avoir une capacité réflexive sur les idéologies des autres, mais pas sur la sienne. Et alors, du coup, je vais vous prendre à partie gentiment. C'est que, par exemple, la dame a fait une remarque qui, pour moi, est justifiée. Là, je pense que, sans vous connaître, déjà, nous aurions un sujet de dispute. C'est que, pour faire très simple, pour moi, il y a un tropisme idéologique, un biais cognitif de gauche, pour faire simple, qui va être toujours de minimiser, voire de refuser la partie innée ou naturelle de l'individu, et un tropisme de droite qui serait l'inverse, c'est-à-dire de minimiser la culture et l'acquis, on va dire. Alors, donc, deux choses par rapport à sa remarque à elle, c'est-à-dire que, pour moi, une des raisons évidentes du système dans lequel nous vivons serait la partie innée de l'individu, qui peut être, encore une fois, tempérée et modulée par l'acquis. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais sur sa dynamique de l'origine, que vous avez peut-être aussi envie de réfuter, du capitalisme, on va dire, serait peut-être la part innée de l'individu il serait cupide et vaniteux, tout simplement, et qu'en effet, ça serait du coup très difficile, très très difficile d'aller à l'encontre de sa nature. Alors si on nie la nature, après, évidemment, le postulat, il change. Et du coup, ma deuxième remarque va être sur ces dynamiques-là, par exemple, structurantes, comme vous heurtez un fait social total de Norbert Elias ou un paradigme global qui régit l'humanité, mais il y en a plein d'autres à l'heure actuelle qui sont impossibles de questionner. Moi, je pense par exemple au wokisme, au féminisme, où de nos jours, c'est impossible de critiquer le bien, en gros. C'est-à-dire un mouvement qui est dans le bien, qui se propose de déconstruire tout le reste, mais pas le sien. Oui, alors, plein de trucs. Sur l'histoire de la nature humaine,
C'est marrant, j'ai lu récemment un très beau bouquin de la philosophe Simone Weil qui s'appelle Réflexion sur la nature, sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, qui est un bouquin qui date de 1934, je crois, qui est souvent cité. Et en le lisant, je me dis, ah putain, c'est pas mal, etc. Et puis d'un coup, je tombe sur des réflexions anthropologiques et ethnographiques complètement dépassées, justement sur en fait la nature humaine, sur le fait que la question de l'oppression sociale serait innée chez l'homme, etc. Sur un regard en fait sur ce qu'elle appelle des sociétés primitives. Et je me dis bon, on va lui pardonner, c'est écrit en 1934. Ok, on a presque un siècle maintenant d'anthropologie, d'ethnographie qui réfute catégoriquement ce que vous venez de dire sur le caractère inné de la nature humaine. Où on se rend bien compte que sur des logiques en fait de dire oui, le capitalisme serait lié, la volonté d'accumulation serait liée à quelque chose d'inhérent à la nature humaine. Non, c'est culturel. Alors aujourd'hui, on a peut-être l'impression que c'est naturel parce qu'en fait l'idéologie ou la culture occidentale capitaliste héritée de l'Europe est complètement globalisée et complètement monopolistique en fait à l'échelle mondiale. Mais sauf qu'en fait, la diversité des différentes cultures, des différentes sociétés humaines qui ont existé, nous montre que ce n'est en rien en fait quelque chose qui est de l'ordre de l'inné, du génétique, et qui est quelque chose qui est basé sur la culture. Donc voilà. Donc c'est juste par rapport à cet argument-là que j'entends énormément. D'ailleurs, dans le livre Greenwashing, dans lequel Célia a écrit, il y a aussi tout un chapitre qui est dédié en fait à ce débunkage de cette idée en fait d'une certaine nature humaine un peu innée. Alors, moi, j'ai entendu le mot décroissance et je connaissais aussi le mot croissance zéro. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue parce que c'est vous qui avez parlé de décroissance. Donc, voilà, j'aimerais avoir des précisions là-dessus. D'accord. Alors croissance zéro, pour l'avenir. Hein, voilà. Alors croissance zéro, je connais pas. Sur la décroissance, en fait. Je vais prendre en fait la définition qui est donnée par un chercheur en économie qui s'appelle Timothée Paric, qui a sorti un livre qui s'appelle Ralentir ou périr, dans lequel il vulgarise un petit peu en fait l'idée de décroissance. Pour faire très court, la décroissance en fait c'est une école de pensée aujourd'hui qui, on va dire, s'est pas mal développée depuis une vingtaine d'années, qui a fait son retour, mais dont on peut voir les prémices aussi dans les années 70. Et si on pouvait donner une définition de la décroissance, en fait, ce n'est en rien ce qu'on entend généralement dans les médias ou de la part du gouvernement qui voudrait la décroissance, c'est finalement perdre, etc. Alors pour certains oui, mais pas pour tous. La décroissance, c'est une réduction planifiée de la production et de la consommation dans les pays riches, dans l'objectif de poursuite du bien-être et de réduction des inégalités. Voilà, pour une définition de ce que c'est que la décroissance. Donc on voit pas que la décroissance, c'est pas la récession. Voilà, c'est vraiment, en fait, un changement de regard, un changement d'indicateur, un changement de valeur et un changement d'importance de l'économie au sein en fait de la politique de nos sociétés. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention et pour le livre que j'ai commencé mais que j'ai pas encore eu le temps d'aller au bout. J'ai assez hâte. Je rejoins complètement l'idée selon laquelle il faut vraiment vivre dans sa chair pour pouvoir déclencher des prises de conscience fortes et des changements, à la fois sur des expériences négatives de ok, j'ai conscience, je vis dans ma chair la difficulté et donc je constate qu'il faut changer. Du coup je veux changer parce que c'est trop difficile. Et à l'inverse, ce que vous disiez sur il faut que je vive dans ma chair aussi des expériences positives pour pouvoir me dire oui, ça c'est possible et c'est quelque chose de désirable. Et justement par rapport à ça, moi je constate dans mon entourage pareil comme vous, une variété de niveaux de conscience et de déni ou pas sur ces sujets-là, et je vois un certain nombre qui sont quelque part prêts à changer. Je peux probablement m'inclure dedans, mais les imaginaires liés à ce qui pourrait être fait d'autre, ce qu'on pourrait faire d'autre, sont assez peu. Je ne sais pas s'ils sont assez peu décrits. En tout cas, ils sont assez peu diffusés. Et je pense que c'est un point hyper important dans la capacité à faire changer.
Il y a Emmanuel Docquès qui a publié Voyage en Misarchie, qui est un roman, une fiction, qui décrit un monde complètement nouveau. Alors on peut débattre des heures sur toutes ces propositions, c'est hyper intéressant, mais ça a le mérite de décrire un monde complètement nouveau, donc d'emmener dans une capacité de projection qui, à mon sens, est absolument nécessaire. Enfin, en tout cas, ça sera un élément très facilitateur, je pense, de déclencher des mouvements. Mais complètement, c'est marrant que tu dis ça. Je suis très féru de science-fiction. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la science-fiction, j'en lis beaucoup. Et en fait, justement sur ces questions-là, je me suis dit, ça serait pas mal en fait de voir s'il n'y a pas des utopies qui ont été écrites en science-fiction. Et du coup, je suis allé voir. Moi, j'en avais jamais trop rencontré des utopies en science-fiction. Je connaissais très très bien les dystopies, mais pas trop les utopies. Et du coup, je suis allé voir le libraire spécialisé science-fiction là, qui est pas loin d'ici, là, à quelques mètres. Et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'en conseiller ? Il me dit, putain, tu sais, c'est compliqué. Il y en a pas beaucoup. Tu peux regarder. Il y a Utopia qui est sorti en 75. Là, il y a Ecotopia qui est sorti en 75. Là, il y a Utopia qui vient de sortir, basé notamment sur les travaux de Bernard Friot. Voilà. Il y a et puis il y a peut-être Huxley, Lille, voilà, qu'on peut considérer comme un peu une pseudo utopie, mais c'est tout. Et c'est vrai qu'en fait c'est très difficile. Et ce que me disaient des scénaristes qui penchent sur les mêmes questions en fait, ils me disaient en fait un des soucis c'est que écrire des projections utopiques en fiction c'est chiant. C'est juste chiant. On s'ennuie en fait dans les récits, et c'est beaucoup plus, en tout cas chez les scénaristes et chez les gens qui veulent les produire, c'est beaucoup plus marrant et c'est beaucoup plus excitant en fait d'écrire des dystopies et des choses qui vont pas bien. Et alors ça, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça serait une des explications de pourquoi peut-être on en voit beaucoup plus. Alors, mais effectivement, il faudrait les multiplier et changer là-dessus. Il y a un bouquin qui est sorti. Je l'ai pas lu, mais j'ai écouté une interview de l'autrice qui parle d'utopie radicale. Alice Carabellian, non, c'est pas elle. Moi, je pense à Bâtir aussi. Écrit par un collectif grenoblois, collectif féministe qui réfléchit beaucoup aux questions de technologie, et ils ont vraiment fait cet effort. Elles ont écrit un très beau livre qui imagine une semi-victoire un peu dans le flux des révolutions arabes. Et donc, il y a des zones qui sont un peu des zones reprises à la mainmise de l'État et de l'oligarchie, dans lesquelles les gens s'auto-organisent en communes. Et justement, c'est pas du tout ennuyeux, parce que dans ces textes sont vraiment mis au travail les questions qui agitent, les problèmes du quotidien. Bon, d'accord, on a dit tout ce qu'on a dit sur la technologie moderne, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les machines à laver ? Parce que qu'est-ce qu'on garde ? Et lui, avec ses copains, ils sont en train de construire un avion. Bon, c'est bien, c'est de l'autoconstruction, mais quand même, ça prend beaucoup de ressources. Enfin, voilà. Et en fait, c'est très vivant, très très marrant. Je pensais aussi à Alain Damasio, parce que la zone du dehors, c'est une utopie en conflit. Mais il y a quand même... c'est très dynamique, et il y a cette dimension-là d'avenir souhaitable. Mais tu vois, sur la question des possibles, pour en revenir, il y a la question du champ des possibles, de ce qu'il est possible d'imaginer, mais en fait aussi quelque chose qui est de l'ordre de la condition dégradée, dans le sens où dans les utopies ou dans les manières de vivre, il y a toujours en fait un sentiment, quand on est toujours dans une logique en fait de société de consommation, de société de confort, qu'on va vivre dans un monde qui est quand même un peu dégradé. Et que, alors c'est pas le retour à la bougie de notre président ou les Amish, mais il y a quand même en fait cette pensée de dire il y a un renoncement, et du coup l'utopie qu'on imagine, c'est forcément quelque chose en fait dans lequel on a perdu par rapport à une idée qu'on se fait parce que le confort est une valeur première. Et ça rejoint en fait ce que tu disais sur la déconstruction, et pourquoi j'insiste aussi là-dessus, parce que je pense qu'effectivement, même si on crée
des nouveaux récits, des alternatives, etc. Mais qu'on n'a pas changé le curseur et qu'on regarde toujours en fait le confort comme étant le vecteur numéro 1 et l'indicateur clé de ce qui fait qu'on a réussi notre vie ou non, en fait, on ne les regardera pas, ces autres récits ou ces autres alternatives, parce qu'elles seront vues comme non attirantes en fait. Je crois que nous allons terminer. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Vous avez pu entendre à l'instant une rencontre enregistrée le 3 février 2023 à la librairie Ombre Blanche avec Jean-Philippe Descas autour de la parution chez Payot de son ouvrage « Le courage de renoncer, le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un monde durable », réalisé et mis en onde par Radio Radio.